Les êtres vivants sont constitués de cellules. La cellule est l'unité fondamentale de la vie, représentant la plus petite quantité de matière vivante capable de subsister à l'état autonome et de se reproduire. La taille des cellules, de l'ordre de la dizaine ou de la centaine de micromètres, fait qu'elles ne sont pas visibles à l'œil nu. Leur étude nécessite donc le recours à des techniques d'imagerie pour les observer, techniques de microscopie, ou pour réaliser des mesures, techniques de cytométrie. Depuis le premier microscope, qui date de la fin du XVIe siècle, 4 grandes étapes marquent l'évolution de l'imagerie cellulaire. Tout d'abord, la description morphologique des biostructures, puis l'étude in situ des constituants biochimiques, puis les analyses moléculaires in situ, et enfin les approches quantitatives, les techniques de cytométrie. Le thème des techniques histologiques traitera donc d'un certain nombre de méthodes utilisées dans notre discipline et comportera 2 chapitres, un premier sur les concepts à propos de l'histologie et un deuxième sur les méthodes d'études standards au CHU. En complément de ce cours, je déposerai prochainement des colles sur ce même thème, ainsi que des annales des concours et des concours blancs. Enfin, si vous l'estimez nécessaire, un forum dédié vous permettra de poser toutes vos questions. Nous commencerons donc par un premier chapitre concernant les concepts à propos de l'histologie. L'histologie, du grec ancien histos pour tissu et logos pour science, est la branche de la biologie qui étudie les tissus. Elle a pour but d'explorer la structure, la composition, le fonctionnement, le renouvellement des tissus, ainsi que les échanges cellulaires en leur sein. Un tissu étant constitué de cellules, l'histologie se distingue de la cytologie qui étudie le comportement de la cellule isolée ou au maximum en contact avec une cellule voisine. L'histologie ne doit pas être confondue avec l'anatomie microscopique qui n'en est que la facette descriptive, certes indispensable mais restrictive. À ce titre, elle s'appuie sur de nombreuses disciplines comme l'anatomie, mais aussi la physiologie, la biologie cellulaire et la biochimie, toutes disciplines enseignées dans les premières années des cursus de santé et représentant la base même du fonctionnement de tout être vivant. Tout au long du XVIIe et du XVIIIe siècle s'est constitué un corpus histologique sous forme d'une science descriptive. On considère souvent que c'est l'Italien Marcello Malpighi, professeur de médecine, qui a fondé l'histologie au XVIIe siècle après l'invention du microscope. Il a découvert des dizaines de structures, encore décrites de nos jours en anatomie microscopique chez l'homme, comme les capillaires, la structure du cerveau, les globules rouges, la peau, les reins. Nous devons la notion moderne de tissu, quant à elle, à Marie-François-Xavier Bichat, considéré comme le père de l'histologie grâce à sa pratique des autopsies et de l'expérimentation physiologique. À partir de leur découverte, Bichat regroupe les tissus en 21 variétés, en établissant une corrélation entre leur structure, leur fonction et les maladies qui leur sont propres, tout en intégrant ainsi diverses disciplines comme l'anatomie, la biochimie, la physiologie, l'anatomopathologie, transformant ainsi une science descriptive en une science intégrative. 4 grandes étapes marquent l'évolution de l'imagerie cellulaire. La description morphologique des structures histologiques, l'étude in situ des constituants biochimiques, l'analyse moléculaire in situ et enfin l'approche quantitative. Les êtres vivants sont constitués de cellules. La cellule est l'unité fondamentale de la vie.
Elle correspond à la plus petite quantité de matière vivante capable de subsister à l'état autonome et de se reproduire. La cellule associée à la matrice extracellulaire forme les tissus fondamentaux. Épithélium de revêtement et glandulaire, tissus conjonctifs et squelettiques, cellules sanguines et tissus hématopoïétiques, tissus musculaires et tissus nerveux. Ces tissus, en s'associant, forment des organes, comme le rein, le foie ou le poumon, qui sont constitués d'un groupe anatomiquement distinct de tissus et qui remplissent des fonctions spécifiques. L'association de cellules, de tissus ou d'organes disséminés dans l'organisme et ayant une fonction identique ou reliée constitue des appareils. Appareil cardiovasculaire, appareil respiratoire, appareil digestif, appareil urinaire, appareil de reproduction, appareil tégumentaire. Ou des systèmes, système immunitaire, système endocrinien, système nerveux. Ces organes, appareils et systèmes forment l'être vivant. La taille moyenne des cellules est de 5 à 20 microns. Elles ne sont donc pas visibles à l'œil nu, ce qui justifie de recourir pour les étudier à des techniques d'imagerie cellulaire, telles que la microscopie pour les observations ou la cytométrie pour réaliser des mesures. Nous aurons alors à notre disposition soit des techniques de microscopie optique pour l'observation des cellules et des plus gros des organites cytoplasmiques, soit des techniques de microscopie électronique pour l'observation des macromolécules. Le pouvoir séparateur est la distance la plus petite qui doit exister entre deux points pour qu'ils soient vus séparément. L'œil a un pouvoir séparateur de 0,2 mm, soit 200 microns. Celui du microscope optique est de 0,2 micromètres, soit 200 nanomètres. Et celui du microscope électronique est de 0,2 nanomètres. L'œil ne permet donc pas de voir les cellules. Le microscope optique, lui, permet de voir non seulement les cellules, mais également les plus gros des organites cytoplasmiques. Enfin, le microscope électronique permet de descendre en résolution jusqu'au niveau des macromolécules. Je vous ai parlé précédemment des grandes étapes de l'imagerie cellulaire. L'étude de la morphologie des structures histologiques s'effectue par l'intermédiaire des techniques de microscopie optique ou électronique, suivant la résolution souhaitée. La microscopie optique, dite encore photonique, utilise une source lumineuse qui émet un faisceau de photons. La microscopie électronique fait appel à une source émettant un faisceau d'électrons. L'image obtenue, qui était initialement dessinée sur papier par les histologistes, est désormais photographiée ou numérisée. La caractérisation et la localisation des constituants biochimiques reposent sur les techniques d'histochimie et d'histoenzymologie. L'histochimie fait appel à une réaction chimique effectuée sur des préparations histologiques, tandis que l'histoenzymologie fait appel à une réaction enzymatique réalisée sur des préparations histologiques. L'analyse moléculaire in situ concerne soit les protéines, pour l'immunohistologie, mise en évidence grâce à des anticorps spécifiques, soit les acides nucléiques, pour l'hybridation in situ qui permet d'explorer l'ADN et l'ARN avec des sondes nucléiques, soit enfin les macromolécules, pour l'autoradiographie, qui repose sur l'utilisation de précurseurs marqués par des isotopes radioactifs. Enfin, les techniques de cytométrie permettent des analyses quantitatives à l'échelon cellulaire et subcellulaire, même pour des cellules vivantes. Elles ouvrent donc, entre autres,
la porte à l'étude de la physiologie intégrée in situ au niveau cellulaire. Il faut produire une image de la préparation devenue observable afin de pouvoir la regarder. La production des images est liée à la mise en œuvre de moyens optiques, les microscopes, qui augmentent le pouvoir séparateur de l'œil humain et permettent d'analyser des structures très petites. Les microscopes diffèrent par la nature de leur source lumineuse. Le microscope optique ou photonique, le plus courant, utilise la lumière visible. Il travaille dans une gamme de longueur d'onde de 400 à 800 nanomètres. Il offre un pouvoir séparateur d'environ 0,2 microns, 200 nanomètres, et permet l'étude des cellules et des pureaux des organismes cytoplasmiques. Il sera à la base de deux révolutions. D'une part, l'établissement de la corrélation entre la structure des tissus, leurs fonctions et les maladies qui leur sont propres, et d'autre part, de la construction de la théorie cellulaire, à savoir que la cellule est la structure élémentaire de tous les organismes vivants. Ces photos illustrent les diverses transformations qui permettront d'évoluer d'un microscope simple à un microscope composé. En particulier, le microscope simple comporte une lentille oculaire. Sur un microscope composé monoculaire, vous retrouvez cette lentille oculaire, mais aussi un ou plusieurs objectifs et un miroir qui capte la lumière solaire. Sur un microscope composé binoculaire, vous retrouvez non plus un miroir captant la lumière solaire, mais une source lumineuse interne. Sur cette photographie, vous retrouvez les éléments importants d'un microscope optique standard, à savoir les oculaires pour l'observation, la tourelle d'objectif pour les grandissements, la source lumineuse interne, mais aussi soit un appareil photo numérique, soit une caméra, et la platine pour permettre de déposer l'échantillon histologique et l'observer. À l'inverse de la microscopie optique classique, où la lumière arrive sur l'échantillon par le bas et où l'observation se fait par le dessus, pour le microscope optique à contraste de phase inversée, la source de lumière est placée au-dessus de l'échantillon et les objectifs en dessous. En révélant des différences de phase de la lumière après sa traversée de l'échantillon, il permet d'objectiver des différences d'indice de réfraction et ainsi d'identifier diverses structures au sein de l'échantillon. Il est d'un grand intérêt car il autorise l'étude des cellules vivantes et l'observation des préparations non colorées. Le microscope optique à contraste de phase inversée est donc un microscope optique dont l'échantillon est illuminé par le dessus et observé par en dessous. Il comporte deux dispositifs optiques traitant la source de lumière, tout d'abord avant qu'elle traverse l'échantillon déposé sur la platine, puis après sa traversée de l'échantillon avant qu'elle parvienne aux oculaires. En révélant des différences de phase de la lumière après sa traversée de l'échantillon, le microscope à contraste de phase inversée permet d'objectiver des différences d'indice de réfraction. Il est d'un grand intérêt car il autorise l'étude des cellules vivantes et l'observation des préparations non colorées, comme vous pouvez le voir sur ces deux images. Vous pouvez ainsi identifier diverses structures au sein de l'échantillon, les cytoplasmes et les noyaux. Comme vous pouvez le voir sur cette image, lors d'une étude de cellules vivantes, et en particulier l'observation de préparations non colorées, le microscope à contraste de phase inversée révèle souvent des artefacts en halo. Le microscope optique à contraste de phase interférentielle est toujours un microscope optique à contraste de phase inversée.
Simplement, il dispose de deux dispositifs optiques modifiés permettant le dédoublement du faisceau de lumière, mais surtout sa recombinaison. Ainsi seront supprimés les artefacts en halo vus précédemment. D'autre part, ce type de microscope optique permettra d'obtenir une impression de relief lors de l'observation des cellules en culture. Sur cette observation des mêmes cellules en culture, soit par le microscope à contraste de phase inversée, soit par le microscope à contraste de phase interférentielle, vous retrouvez sur la figure de gauche les artefacts en halo dus au microscope à contraste de phase inversée. Au contraire, sur la figure de droite, avec le microscope à contraste de phase interférentielle, vous observez la disparition des artefacts en halo. De plus, vous noterez l'impression de relief donnée par ce type de microscopie. Cette photographie vous illustre un microscope optique à contraste de phase interférentielle, encore appelé microscope Nomarski. Le champ d'application d'un microscope à contraste de phase inversée ou d'un microscope à contraste de phase interférentielle est l'étude des cellules vivantes, une étude dite alors in vitro, sous forme d'un modèle d'étude, la culture cellulaire. La culture cellulaire permettra également l'observation de préparations non colorées, à la différence d'une approche tissulaire, l'étude in vivo, où les préparations seront obligatoirement colorées. Il existe plusieurs modèles de culture cellulaire. Tout d'abord, la culture in vitro. Ce sont des cellules qui, dans des conditions particulières, peuvent se multiplier en dehors d'un organisme. Il s'agira alors d'une population homogène de cellules en monocouche sur une surface plane, la boîte de culture. Deuxième modèle de culture cellulaire, la culture ex vivo. Attention, ce sont des cellules provenant directement d'un organisme et simplement maintenues en survie. Enfin, le troisième modèle de culture cellulaire correspond à la culture organotypique, qui est une culture d'organes en 3 dimensions. Initialement, la culture organotypique était développée, et l'est toujours, pour l'étude des facteurs de différenciation de massifs cellulaires constituant ensuite des organes. Aujourd'hui, la culture organotypique est utilisée pour avoir une meilleure compréhension d'un certain nombre de processus, dont les processus cancéreux, en prélevant ainsi des tumeurs malignes humaines et en les conservant pour les étudier sous forme de culture organotypique. Abordons maintenant l'origine des prélèvements en nous consacrant uniquement à la culture in vitro. En effet, dans le contexte d'un travail au centre hospitalier, nous ne serons pas concernés ni par la culture ex vivo, ni par la culture organotypique. Je ne détaillerai pas les différentes étapes permettant d'obtenir une culture in vitro à partir d'un prélèvement provenant soit du bloc opératoire, soit d'un service spécialisé hospitalier. Par contre, j'insisterai sur l'environnement de travail, à savoir une enceinte de travail appelée pièce ou chambre de culture, avec un milieu particulier stérile, différents matériels comme une hotte, une étuve à 37 degrés Celsius, l'usage du microscope inversé cité précédemment, le tout dans une atmosphère humidifiée. Vous avez ici l'illustration de cette pièce de travail,
la pièce ou chambre de culture, isolée de l'extérieur par un sas d'entrée et dans laquelle seront conservés des matériels spécifiques à cette enceinte afin de maintenir en toute occasion l'enceinte stérile. Vous pouvez observer ici différents matériels utilisés en pièces de culture, en particulier la hotte, l'étuve à 37 degrés Celsius et le microscope inversé. Les laboratoires sont classés en 4 catégories en fonction des agents biologiques manipulés. Dans le groupe 1 ou laboratoire P1, l'agent biologique manipulé n'est pas susceptible de provoquer une maladie chez l'homme. Dans le groupe 2 ou laboratoire P2, l'agent biologique manipulé peut provoquer une maladie chez l'homme, mais sa propagation dans la collectivité est improbable et il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficace. Dans le groupe 3 ou laboratoire P3, l'agent biologique manipulé peut provoquer une maladie grave chez l'homme et il peut présenter un risque de propagation dans la collectivité, mais il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficace. Enfin, dans le groupe 4 ou laboratoire P4, l'agent biologique manipulé provoque des maladies graves chez l'homme. Il peut présenter un risque élevé de propagation dans la collectivité et il n'existe généralement pas de prophylaxie ni de traitement efficace. Sur l'illustration, vous avez un laboratoire P1 dit encore bonne pratique du laboratoire, BPL, où vous avez un équipement permettant de travailler en stérile dans de bonnes conditions, une hotte, des lunettes, un masque, des gants, une blouse. Vous avez ici l'illustration d'un laboratoire P4 dit de sécurité maximale avec sas de décontamination, portes étanches, décontamination chimique et stérilisation des effluents liquides. Il s'agit d'un bâtiment blindé avec sécurité anti-incendie et dalles parasismiques. Ce sont des laboratoires qui travaillent sur des virus hémorragiques comme les virus Ebola, Lassa et Marbourg. À noter que Lyon est équipé d'un tel laboratoire P4. Vous avez ici l'illustration de la surveillance d'une culture in vitro sous forme d'un flacon de culture en milieu stérile. Vous avez également ici l'illustration de la surveillance d'une culture in vitro, mais cette fois-ci sous forme d'une boîte de pétri en milieu stérile. À côté de ces exemples de microscopie optique standard, avec le microscope optique ou photonique et le microscope optique inversé, abordons maintenant la microscopie optique non standard. En effet, la lumière peut être remplacée par une autre source lumineuse, soit les rayons ultraviolets, exemple du microscope à fluorescence, soit d'une source laser, exemple du microscope confocal à balayage laser. Le microscope optique à fluorescence requiert le marquage préalable de l'échantillon avec un fluorochrome, substance qui, excitée à une longueur d'onde donnée, dite longueur d'onde d'excitation, émet une lumière à une longueur d'onde supérieure, dite longueur d'onde d'émission. Le microscope à fluorescence est un microscope optique standard, inversé ou non inversé, qui a la particularité d'être doté d'une source lumineuse, une lampe à mercure, qui génère une lumière blanche couvrant toutes les longueurs d'onde, depuis l'ultraviolet jusqu'à l'infrarouge. La longueur d'onde d'excitation et celle d'émission sont sélectionnées par un système de filtres interposés respectivement entre la source lumineuse et l'échantillon pour l'excitation et entre l'échantillon et l'oculaire
pour l'émission. Vous avez ici l'exemple d'un fluorochrome, le GFP, qui excité à une longueur d'onde donnée, la longueur d'onde d'excitation, émet une lumière à une longueur d'onde supérieure, la longueur d'émission. Si on reprend l'exemple précédent de la GFP comme fluorochrome, les longueurs d'onde d'excitation à 489 nanomètres et d'émission à 508 nanomètres seront sélectionnées par des filtres interposés pour l'excitation entre la source lumineuse et l'échantillon, pour l'émission entre l'échantillon et l'oculaire, et ou pour une approche quantitative entre l'échantillon et le capteur. Les champs d'application du microscope à fluorescence recouvriront à la fois les cultures in vitro et les études in vivo. Les fluorochromes ont la particularité en effet d'avoir une forte affinité spécifiquement avec différentes molécules, par exemple l'ADN, mais aussi les membranes, les mitochondries, le réticulum endoplasmique, l'appareil de Golgi, ainsi que les anticorps, qui sont toujours des immunoglobulines G. En conséquence, l'inconvénient de la microscopie en fluorescence est l'existence de ce halo de lumière autour des structures fluorescentes, limitant ainsi la résolution de ce type de microscope. Ce phénomène limite ainsi la possibilité de distinguer des points proches sur le même plan focal ou situés sur différents plans focaux. La microscopie conventionnelle par fluorescence présente des limites de résolution qui se traduisent par la présence d'un halo de lumière autour des structures fluorescentes lors de l'observation, par exemple, de lames histologiques incubées avec des anticorps révélés par immunofluorescence. Ce phénomène limite la possibilité de distinguer des points proches, mais situés sur différents plans focaux. La microscopie confocale est une méthode de cytologie et d'histologie analytique. Elle permet en effet des observations tridimensionnelles à l'échelon tissulaire, cellulaire et subcellulaire. La microscopie confocale est fondée sur des principes optiques, mécaniques, électriques et informatiques. La microscopie confocale est fondée sur des principes. Principe optique, microscope inversé ou non inversé. Principe mécanique, la platine est motorisée selon l'axe Z pour permettre de réaliser des images à différents plans focaux dans l'épaisseur de l'échantillon. Des principes électriques. Premier principe électrique, la source lumineuse est un laser pour une émission intense et focalisée du fluorochrome et qui balaye point par point l'objet analysé. Et deuxième principe électrique, les lumières de fluorescence sont captées par des photomultiplicateurs. Et enfin, des principes informatiques. L'ordinateur établit des images d'intensité de fluorescence et produit des images numériques, encore appelées coupes optiques. Le microscope confocal est doté d'un diaphragme, ou sténopée ou pinhole, qui permet le passage du seul faisceau lumineux provenant du plan focal et qui arrête donc les faisceaux provenant des plans sus et sous-jacents. Sur cette illustration, vous noterez l'usage du diaphragme, permettant ainsi d'obtenir une image nette. Vous avez ici l'illustration d'un microscope confocal inversé installé dans une pièce de culture et possédant en outre sa propre enceinte stérile. Le microscope confocal présenté ici est de type non inversé, donc situé dans une pièce technique et non dans une pièce de culture. Sur une même structure histologique, cette image vous illustre l'apport de la microscopie confocale par rapport à la microscopie en fluorescence.
En résumé, les intérêts du microscope confocal, c'est d'une part d'améliorer la résolution du microscope optique en obtenant une image beaucoup plus nette, d'autre part de permettre une analyse en 3 dimensions, mais aussi, enfin, d'obtenir une reconstruction en 3 dimensions. En effet, la microscopie confocale permet de réaliser des coupes optiques dans l'épaisseur de l'échantillon, puis de construire une représentation tridimensionnelle de cet échantillon. Pour la microscopie confocale, il est également impératif de marquer les cellules avec des fluorochromes. Ces applications relèvent essentiellement de la localisation et de la colocalisation moléculaire au niveau tissulaire ou cellulaire. Vous avez ici l'illustration d'une observation en 3 dimensions à l'échelon cellulaire, avec sur la figure de gauche de multiples coupes optiques et sur la figure de droite sa reconstruction en 3D en une seule image. Vous trouverez également un lien web où vous trouverez une vidéo de la reconstruction en 3 dimensions de cellules gliales et neurales. Le microscope confocal présente cependant des limites. Le contraste et la résolution, en effet, se dégradent fortement sur des échantillons épais à partir de 10 microns. Pour s'en affranchir, d'autres approches de sectionnement optique ont été développées, en particulier la déconvolution d'image et l'excitation biphotonique ou multiphotonique. Enfin, je vous listerai d'autres méthodes plus actuelles. Dans l'exemple de la microscopie confocale à déconvolution, la résolution des images sera améliorée par un traitement ultérieur mathématique des images numériques, à l'aide d'algorithmes dits de débruitage d'ondelettes, ce que l'on appelle plus vulgairement le bruit de fond. Sur cette illustration d'une fibre musculaire, vous pouvez observer sur la figure de gauche la coupe optique après microscopie confocale et sur la figure de droite, comparer la même coupe optique après déconvolution. L'excitation biphotonique, encore appelée multiphotonique, est basée sur des interactions non linéaires lumière-matière. Elle a la particularité d'effectuer des coupes optiques en confinant l'excitation au volume focal, restreignant ainsi la photodégradation uniquement à ce volume. Puisque tous les photons émis contiennent des informations utiles, aucun filtrage spatial par un diaphragme n'est requis, ce qui augmente considérablement le rapport signal-bruit. Ainsi, la résolution, initialement à 200 nanomètres, est abaissée à environ 160-180 nanomètres. D'autres méthodes de sectionnement optique ont été récemment développées, comme la microscopie polarisée θ, avec 2 objectifs de microscope croisé, la microscopie interférentielle 4pi, avec un microscope à 2 objectifs collinéaires, la microscopie interférentielle I5M, qui est une microscopie à fluorescence à champ large tridimensionnel, la microscopie à éclairage structuré, SIM, et enfin la microscopie STED, qui est une microscopie de déplétion par émission stimulée. Ces techniques permettent de dépasser la limite de diffraction, mais elles requièrent un équipement sophistiqué. Sur cette illustration d'un même champ optique observé soit en microscopie confocale classique, soit en microscopie STED, la microscopie STED démontre ses capacités à réaliser des tranches optiques de très bonne résolution. D'autres méthodes de sectionnement optique utilisent aujourd'hui une approche totalement différente, puisqu'elle se situe en dehors de la microscopie confocale et donc ne requiert pas un équipement aussi sophistiqué. Je prendrai comme exemple la microscopie de fluorescence à feuilles ou à nappe de lumière. Les coupes optiques sont obtenues en illuminant avec une feuille de lumière un échantillon sous différents angles
et en observant la lumière émise avec un microscope de fluorescence traditionnel, suivant un axe perpendiculaire au plan de cette feuille. Ainsi, les systèmes d'illumination et de détection sont-ils placés à la perpendiculaire l'un de l'autre, les rendant ainsi indépendants. La résolution obtenue est d'environ 75 nanomètres. Vous retrouvez ici le principe du microscope à feuille de lumière avec le système d'illumination et le système de détection placés perpendiculairement l'un à l'autre. L'exemple de fibre musculaire illustré ici révèle une résolution améliorée après utilisation d'une microscopie fluorescente à feuille de lumière. La technologie confocale permet ainsi de remplacer le découpage physique de l'échantillon par un découpage optique. Il est alors possible d'observer des échantillons ayant une épaisseur de quelques dizaines de micromètres avec les objectifs les plus résolutifs. Dans nos spécialités médicales, la microscopie confocale est couramment utilisée en ophtalmologie et dermatologie sous forme de biopsie optique et en gynécologie, urologie et hépatogastro-entérologie par l'utilisation d'un endomicroscope confocal. Prenons l'exemple de la dermatologie. Le microscope confocal permet de voir les cellules vivantes et ne requiert pas l'intervention d'un technicien. Un gain de chance pour le patient qui bénéficie d'examens moins invasifs et d'une détection précoce des tumeurs de la peau. Le microscope confocal éclaire les structures de la peau par faisceau laser. La précision est alors de l'ordre de 1 micron. Le dermatologue peut ainsi individualiser les cellules in vivo sans prélèvement. Les bénéfices pour le patient sont immédiats. Les examens sont plus efficaces, puisque le spécialiste peut détecter ce qu'il ne voyait pas avant et même, dans certains cas, de façon très précoce, avant que les premiers signes de la maladie se soient manifestés. C'est donc un gain de chance pour le patient. Les examens sont moins invasifs, la biopsie n'étant plus obligatoire pour vérifier certains diagnostics. Le patient évite des cicatrices inutiles et toujours ennuyeuses, notamment lorsqu'il s'agit du visage. Enfin, il est désormais possible de délimiter à l'avance les marges saines d'une tumeur et ainsi optimiser le geste chirurgical. Les années 50 ont vu l'avènement de la microscopie électronique qui a permis de décrire l'ultrastructure de pratiquement tous les organismes du monde vivant. Décrivons maintenant l'exemple de la microscopie électronique à transmission. Son fonctionnement a connu de nombreuses mises au point et améliorations, en particulier l'usage du faisceau d'électrons dans une colonne sous vide, permettant d'atteindre une résolution d'environ 50 nanomètres. Puis l'usage de coupes extrêmement peu épaisses, appelées coupes ultra fines ou coupes fines. Puis l'usage d'une molécule, l'osmium, soit en tant que fixateur, soit en tant que « colorant » pour l'étape dite d'ombrage métallique, encore appelée étape de contraste. La résolution atteinte est alors d'environ 1 nanomètre. Aujourd'hui, la résolution est proche de 0,1 nanomètre, 1 angstrom, pour un grossissement de travail en biologie d'environ 30 à 100 000. Très loin, des grossissements demandés dans d'autres disciplines, comme la géologie par exemple, où le grossissement est d'environ 1 million de fois. Les images obtenues en microscopie électronique à transmission sont donc construites à partir des électrons qui traversent une préparation. La description alors des ultrastructures révolutionnera à la fois l'histologie en tant que discipline, mais aussi la cytologie qui elle-même deviendra la biologie cellulaire. En microscopie électronique à transmission, ce sont les électrons qui traversent les coupes ultrafines qui sont recueillis pour générer une image de la coupe. Le microscope, qui fonctionne sous eau vide pour permettre la propagation des électrons, comprend une source de rayonnement,
à savoir un filament qui génère par chauffage des électrons, des lentilles qui génèrent un champ électrique pour focaliser le faisceau d'électrons, et enfin un dispositif d'acquisition d'image pour le recueil des électrons qui traversent la préparation. Une caméra numérique permet de nos jours de visualiser l'image sur un écran d'ordinateur et la sauvegarder. Vous avez ainsi, par exemple, ici présentées, différentes populations de cellules dites endocrines dans le pancréas, différents par leur population de grains de sécrétion, lesquels contiennent des molécules appelées hormones. Vous remarquerez en B, C, D et E différentes populations bien connues, les cellules à glucagon, les cellules à insuline, les cellules à somatostatine et enfin les cellules à polypeptides pancréatiques, dites encore cellules PP. Elles contiennent des grains de sécrétion à l'aspect et aux formes spécifiques selon le type cellulaire. Mais aussi, vous remarquerez en A une autre population, dite à gréline, inconnue jusque-là. L'installation et l'usage d'un microscope électronique à transmission nécessitent des exigences en termes de coût d'achat, de pièces dédiées, de stabilité de courant, de coûts de maintenance, de personnel qualifié. Ce sont donc des machines très coûteuses et délicates. La microscopie électronique à transmission a de nombreux inconvénients. Un champ observable extrêmement restreint, un fonctionnement sous vide qui interdit toute étude de cellules vivantes, une préparation des prélèvements extrêmement minutieuse d'environ une semaine, excluant de fait tout examen extemporané. C'est donc une technique longue, difficile, mais aussi onéreuse, qui demande un personnel hautement qualifié. Ainsi, la microscopie électronique à transmission, aujourd'hui, a quasiment déserté les centres hospitaliers universitaires. Le deuxième exemple de microscopie électronique est la microscopie électronique à balayage. Le fonctionnement d'un tel microscope est similaire à celui d'un microscope électronique à transmission. La différence résidant dans le fait que, en microscopie électronique à balayage, le faisceau d'électrons balaie la surface de l'échantillon et que ce sont les électrons réfléchis par l'objet qui sont captés par des détecteurs pour construire une image qui représente cette surface avec tout son relief. Cette image, projetée sur un écran vidéo, peut être numérisée. Cette image, en noir et blanc, nous illustre des globules rouges observés au microscope électronique à balayage. Cette technique révèle ainsi la forme particulière de ces cellules, une galette, dont les deux faces sont légèrement concaves. Si la microscopie électronique à balayage est un merveilleux outil qui permet de dénicher des détails 1000 fois plus petits qu'un microscope classique, il présente le défaut de ne fournir que des images en noir et blanc, puisque, à l'échelle nanoscopique, ce ne sont plus les photons qui sont utilisés pour réaliser des images, mais des électrons. L'ajout de couleurs sur certains objets d'une image de microscopie électronique à balayage, comme par exemple sur ces globules rouges dans l'insert, peut pourtant s'avérer fort utile pour rendre les images plus compréhensibles pour l'œil humain ou pour mettre en avant un phénomène. Cette illustration nous présente le microscope électronique à balayage dans son environnement. Les mêmes remarques rapportées précédemment à la microscopie électronique à transmission peuvent également être faites ici en ce qui concerne la microscopie électronique à balayage, c'est-à-dire pièces dédiées, coûts, etc. Les mêmes inconvénients décrits en microscopie électronique à transmission peuvent être rapportés à la microscopie électronique à balayage, à savoir un champ observable restreint, un fonctionnement sous vide qui interdit toute étude sur cellules vivantes, une préparation minutieuse des prélèvements d'environ un jour qui interdit là également tout examen extemporané,
Et enfin, une résolution d'environ 20 nanomètres, très loin de la résolution obtenue en microscopie électronique à transmission. Ce qui réserve l'utilisation de ce type de microscopie soit à l'enseignement, soit à la recherche scientifique, et non à l'utilisation dans nos spécialités médicales. L'avènement, il y a un quart de siècle, de la microscopie en champ proche a complètement bouleversé le paysage de la recherche en matière condensée. Basée sur la détection d'un signal issu d'une interaction à courte portée entre une sonde et l'objet d'étude, cette microscopie a permis une observation aisée du nanomonde. Très répandue dans les laboratoires de recherche, cette microscopie est aujourd'hui couramment employée pour le suivi in situ de la croissance de nanostructures en surface, dans l'analyse de leur morphologie et dans l'étude de leurs propriétés locales de toutes sortes. Ainsi, outre le rôle majeur qu'elle joue en physique et physico-chimie de surface, cette microscopie est devenue incontournable dans de nombreux domaines de recherche actuels, tels que l'électronique moléculaire, la supraconductivité, l'optique de nanostructure. Nous savons que la résolution du microscope à fluorescence est limitée en raison des restrictions imposées par la diffraction de la lumière. Ainsi, si deux molécules émettant de la lumière sont situées à moins de 200 nanomètres l'une de l'autre, ce qui est constamment le cas dans une cellule, leurs lumières seront confondues dans le même spot lumineux. Grâce à la microscopie en champ proche, basée sur la détection d'un signal issu d'une interaction à courte portée entre une sonde et l'objet d'étude, le microscope est devenu un nanoscope, en franchissant la barrière que l'on pensait indépassable d'une résolution de 0,2 micromètres. L'étude de ces interactions à courte portée a été récompensée par le prix Nobel de chimie 2014. La microscopie en champ proche a connu de nombreux développements, lui permettant de sortir de son domaine privilégié, l'étude des surfaces, pour entrer dans celui de la biologie. Commençons par l'origine de la microscopie en champ proche, le microscope à effet tunnel. La microscopie à effet tunnel peut se résumer à deux éléments, deux électrodes entre guillemets, à savoir une sonde, pointe extrêmement fine, scannant la surface de l'échantillon, et d'autre part, la surface de l'échantillon. L'effet tunnel peut se résumer à deux éléments, deux étapes. D'une part, la mesure du courant dû au passage d'électrons entre les deux électrodes, et d'autre part, le traitement de l'image pour donner le relief. Vous avez ici l'illustration du microscope à effet tunnel, avec l'apparente complexité due à son appareillage. Vous avez ici l'illustration des domaines de prédilection de la microscopie à effet tunnel, en particulier l'étude des reliefs de la surface des métaux et d'autre part l'étude des atomes, à la fois leur localisation et leur positionnement les uns par rapport aux autres. Si l'on se réfère à notre domaine de la biologie, la microscopie à effet tunnel a de nombreux inconvénients. Déjà, cet instrument est principalement basé sur un effet quantique. Donc le résultat observé correspondra à une signature électronique. La validation devra donc se faire uniquement dans un environnement parfaitement contrôlé. D'autre part, le microscope à effet tunnel a un fonctionnement sous vide et à très basse température, ce qui exclut toute étude de cellules vivantes. Enfin, le microscope à effet tunnel s'occupe de l'analyse de surfaces conductrices, ce qui exclut toute étude de structure biologique. Le fonctionnement du microscope à effet tunnel est ici présenté par quelques vidéos. N'hésitez pas à les consulter. Le deuxième exemple de microscopie en champ proche est le microscope à force atomique,
qui sera une évolution du concept de l'effet tunnel cité précédemment. La microscopie à force atomique peut se résumer à deux éléments, deux électrodes entre guillemets. Une sonde, pointe extrêmement fine, scannant la surface de l'échantillon, mais placée sur un levier flexible, et d'autre part, la surface de l'échantillon. Vous avez ici l'illustration en microscopie électronique à balayage de la sonde, pointe extrêmement fine sous forme d'une pointe pyramidale et placée sur un levier flexible. La force atomique peut se résumer à deux éléments, deux étapes. D'une part, l'enregistrement des interactions entre les atomes des deux électrodes et d'autre part, le traitement de l'image pour donner le relief. Vous avez ici l'illustration du microscope à force atomique dont l'appareillage se résume à cet élément d'environ 30 cm. Vous avez ici l'illustration d'images obtenues par le microscope à force atomique, en particulier l'observation de molécules avec cette même résolution atomique. Dans le fonctionnement de la microscopie à force atomique, nous retrouvons un inconvénient précédemment décrit dans la microscopie à effet tunnel, à savoir la nécessité d'une validation de la signature électronique dans un environnement parfaitement contrôlé. De plus, en microscopie à force atomique, le temps d'analyse long, de 1 à 10 minutes, est un inconvénient majeur, susceptible de dégrader l'échantillon par la sonde. Enfin, si la microscopie à force atomique permet, tout comme la microscopie à effet tunnel, l'analyse de surfaces conductrices, elle permet également, dans certains cas, une analyse de surfaces non conductrices, c'est-à-dire dans notre domaine de la biologie, à savoir en milieu liquide, donc la culture in vitro, et sur fragments tissulaires à l'air. Cet exemple illustre la possibilité d'utiliser la microscopie à force atomique dans le cas d'une surface non conductrice. En effet, la microscopie à force atomique présente l'avantage de pouvoir travailler, par exemple, en milieu liquide, dans des conditions proches de l'état physiologique de cellules vivantes, c'est-à-dire dans notre domaine de biologie, des cellules en culture in vitro. La microscopie à force atomique peut également être appliquée dans un autre exemple de surface non conductrice, à savoir des fragments tissulaires à l'air. Un prélèvement a ainsi été pratiqué sur une scène de crime et le fragment B, visible ici sur l'image, a particulièrement attiré l'attention du médecin légiste. Ce fragment B sera ultérieurement étudié en microscopie à force atomique. Le fragment initial C est ensuite observé en microscopie à force atomique pour en isoler un deuxième fragment, le fragment D, puis un troisième fragment, le fragment E. La microscopie à force atomique permet donc de révéler des molécules de collagène, correspondant à un fragment de peau. La résolution est d'environ 125 nanomètres, tout comme les microscopies confocales 4π et θ. Outre cette démonstration d'un échantillon humain sur une scène de crime, d'autres informations peuvent également être déduites, en particulier l'âge approximatif de l'individu décédé et d'éventuelles pathologies comme les cardiomyopathies et l'hépatopathies. Le fonctionnement du microscope à force atomique est ici présenté par quelques vidéos. N'hésitez pas à les consulter. Le troisième exemple de microscopie en champ proche est le microscope optique en champ proche. Le microscope optique en champ proche permet de compenser la diffraction, une des limitations de la microscopie optique. En effet, lorsqu'un objet ou le détail d'un objet est plus petit que la longueur d'onde de la lumière qui l'éclaire, la lumière est diffusée sous la forme d'une tache. On ne peut donc pas avoir une image nette du détail. Une des manières de résoudre ce problème consiste à placer le détecteur de lumière très proche de la surface. Ainsi,
on observe l'onde évanescente et non pas l'onde dispersée. Le microscope optique en champ proche est alors un type de microscope à sonde locale qui permet d'imager des objets à partir de la détection des ondes évanescentes confinées au voisinage de leur surface. La microscopie optique en champ proche peut se résumer à deux éléments, deux électrodes entre guillemets. Une sonde, pointe extrêmement fine, placée sur un levier flexible scannant la surface de l'échantillon, mais en champ proche, environ 10 nanomètres. Et d'autre part, la surface de l'échantillon. La microscopie optique en champ proche peut se résumer à deux éléments, deux étapes. D'une part, l'objet est analysé par balayage d'une sonde à quelque distance atomique de la surface, tout en projetant un faisceau laser. Et d'autre part, le traitement de l'image pour donner le relief. Vous avez ici l'illustration d'un microscope optique en champ proche, avec d'une part la fibre optique engainée, vue d'ailleurs à plus fort grossissement dans l'insert à droite, et d'autre part le balayage laser, représenté ici par les flèches rouges. L'inconvénient du microscope optique en champ proche est qu'il s'agit d'un matériel peu répandu et d'un coût élevé. Son avantage est que la surface de l'échantillon doit être obligatoirement non conductrice, autorisant ainsi son usage exclusif en biologie, à la fois en milieu liquide et sur fragments tissulaires à l'air, mais aussi et surtout sur coupe tissulaire. Le microscope optique en champ proche a connu de nombreuses améliorations. Sur la figure de gauche, vous avez l'aspect encore assez flou de fibres de collagène. Sur la figure de droite, l'amélioration de cette technique conduit à visualiser la striation périodique de ces mêmes fibres de collagène. Aujourd'hui, en bout de pointe optique où circule l'excitation laser, on intègre une sonde active sous forme d'un nano-objet, généralement un nanodiamant, pour atteindre une résolution d'environ 10 nanomètres. Avec l'usage d'un nano-objet en bout de pointe optique, voici aujourd'hui l'aspect des fibres de collagène. Le fonctionnement du microscope optique en champ proche est ici présenté par quelques vidéos. N'hésitez pas à les consulter. Les concepts à propos de l'histologie sont maintenant terminés. Nous verrons la prochaine fois les méthodes d'études standards au CHU. Bon travail et faites attention à vous.